Après, à partir du moment où on fait de la distribution, que ce soit du commerce de détail ou de la vente à des intermédiaires, ou bien où on va encore plus loin et où on fait des transformations de ces matières premières pour en faire des produits finis ou semi-finis qu'on remet sur le marché, et bien là, on déclare des activités qui sont soumises à autorisation ou à agrément. Alors, ouais. Ah. Alors, voilà. Je vais essayer de me mettre dans quelques petites situations pour illustrer tout ça. Si je suis par exemple un producteur de légumes, puisque c'est le thème de la soirée, eh bien, je fais donc partie, j'ai une activité qui fait partie du secteur primaire et je vais devoir enregistrer mon activité auprès de l'AFSCA avec le nom qu'ils ont donné à cette activité à l'AFSCA, qui est la culture maraîchère, par exemple. Il y a une activité différente si on fait des petits fruits, par exemple. Là, c'est culture fruitière. Bon, voilà. Ce qu'on peut faire une fois qu'on a déclaré cette activité-là de maraîcher, typiquement, donc on a un enregistrement, on a le droit de vendre ses propres produits sans déclarer d'activité supplémentaire, en direct au consommateur final ou même via d'autres opérateurs de la chaîne alimentaire, donc à une autre épicerie, même à la grande distribution, etc. Tant que ce sont les légumes non transformés issus de sa propre production. On peut les manipuler, faire des choses très simples comme nettoyer, emballer, faire des bottes de carottes, même couper les fans de carottes. Tout ça, ça fait toujours partie, c'est toujours couvert par cet enregistrement de l'activité primaire. Alors, il y a des exceptions, évidemment. Vous pouvez ne pas déclarer cette activité de production de légumes quand on est en dessous de certaines superficies cultivées. Alors, pour les pommes de terre, c'est moins de 50 arts. En fruits haute tige, c'est 50 arts aussi. Fruits de moyenne tige, toujours un peu difficile d'expliquer c'est quoi une moyenne tige, de faire la différence, mais enfin bon, c'est 25 arts. Et alors, en légumes, plantes aromatiques et petits fruits, à partir du moment où on a une superficie cultivée qui est inférieure à 10 arts, on ne déclare pas forcément son activité à l'AFSCA et on peut quand même vendre en direct les fruits et légumes issus de sa production. Par contre, on ne peut pas les vendre à un opérateur qui va les transformer pour en faire des produits finis et les remettre sur le marché. Donc, même si on a une petite surface de production et que l'objectif est de vendre cette production à des intermédiaires qui vont les transformer, à ce moment-là, il faut quand même déclarer l'enregistrement en culture maraîchère, par exemple. Alors, ça, c'était si je vends uniquement mes propres légumes. Maintenant, il se peut, et c'est assez courant finalement en maraîchage, qu'on vende, oui, donc si on vend uniquement ses propres légumes, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça suffit l'enregistrement maraîcher. Mais si je vais plus loin, et si je vends aussi des légumes qui viennent d'autres maraîchers, parce que je complète ma gamme, parce que voilà, ça arrive assez fréquemment, à ce moment-là, je dois déclarer une activité supplémentaire, parce que je fais en fait du commerce, je fais de l'achat-revente, et dans ce cas-là, je déclare l'équivalent d'un commerce de détail, d'une épicerie fine. Avec cette activité, j'ai même le droit de revendre d'autres produits, d'autres producteurs, je ne sais pas moi, du miel, des pâtes, n'importe. Ça devient vraiment un petit commerce de détail. Et si on fait de l'ambulant, donc des marchés, où on se déplace de jour en jour, c'est aussi une activité particulière à l'AFSCA à déclarer en plus. Et si on va encore un pas plus loin et qu'on fait de la transformation maintenant de ces légumes, donc là je vous disais, on va avoir une activité qui sera soumise soit à une autorisation ou à un agrément à l'AFSCA. La bonne nouvelle, c'est que tant qu'on reste sur des denrées alimentaires qui ne sont pas d'origine animale, donc tant qu'on reste sur des fruits et des légumes, ça reste le niveau autorisation pour l'AFSCA. Par contre, même si on les transforme. Oui, même si on les transforme, ce sera toujours une autorisation, dans tous les cas. Par contre, l'autorisation sera différente si je dédie mes produits transformés à la vente directe au consommateur, ce que j'appelle ici sur la DIA le B2C. Je suis désolée, c'est un peu le jargon AFSCA, mais comme ça vous familiarise un peu avec leur jargon. Donc, si je reste dans le secteur de la vente directe, le B2C, c'est une certaine autorisation. Et si par contre, les produits finis que j'ai transformés sont destinés à la vente principalement aux intermédiaires commerciaux, ça reste toujours une autorisation, simplement la dénomination, le type d'autorisation est différent, mais ça reste toujours une autorisation. Ce que vous entendez, agrément, agré, AFSCA, etc., dans le jargon, ça ne concerne jamais, ça ne concernera jamais que des denrées qui sont issues de transformation de matières premières d'origine animale, viande, lait, œufs, etc.
Alors, comment est-ce qu'on sait si on fait partie du B2C ou du B2B pour l'AFSCA? Puisqu'il a bien fallu à un moment donné mettre une limite à ce que c'était le secteur B2C. B2C, c'est business to consumer, c'est la vente directe. Donc, si entre moi et le consommateur, il n'y a personne, ça reste effectivement de la vente directe. Je reste quand même dans le secteur de la vente directe. Si je vends une partie de mes produits transformés quand même à des intermédiaires. Donc, j'ajoute quand même un intermédiaire entre moi et le consommateur, à condition que cet intermédiaire, je l'ai déjà mis, soit situé en Belgique, aujourd'hui vous entendrez, est situé dans un rayon de 80 km, mais incessamment sous peu, ça va changer. Donc, je me permets déjà de vous dire que c'est sur tout le territoire de la Belgique. Donc, si je vends à des intermédiaires situés en Belgique, pour autant que ça ne représente pas plus de 30% du chiffre d'affaires annuel des produits vendus et que ces intermédiaires soient eux-mêmes des commerces de détail. Et ça, c'est quand même une nuance importante aujourd'hui avec le développement pas mal de la logistique en circuit court, où vous avez des intermédiaires qui achètent, qui revendent, qui redistribuent. Ça facilite beaucoup la logistique, mais ce ne sont plus des intermédiaires de commerce de détail, puisqu'ils ajoutent encore des intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Alors, donc ça reste, on reste toujours dans la notion de B2C tant qu'on respecte ces conditions-là. Après, évidemment, si je vends principalement à des intermédiaires, qu'ils soient eux-mêmes des commerces de détail ou pas, mais en tout cas, si ça représente plus de 30% de mon chiffre d'affaires, alors je fais partie du secteur du B2B pour l'AFSCA. Qu'importe le volume, j'ai envie de dire, de produits finis que j'ai fait, si je vends tout à l'épicerie voisine, eh bien, je fais partie du B2B pour l'AFSCA. Même chose si je vends mes produits transformés à un grossiste, par exemple. Voilà, alors ça, c'est un petit peu pour le côté afscaïen et les démarches. Maintenant, l'intérêt aussi de ma présence, c'est ce que moi je fais avec les producteurs qui font de la transformation et de la commercialisation au circuit court, c'est de toujours rappeler aux transformateurs, en particulier aux transformateurs, mais aussi aux producteurs, c'est qu'à partir du moment où on a un opérateur de la chaîne alimentaire, on est responsable de garantir la sécurité alimentaire qu'on met sur des produits qu'on met sur le marché. Que ce soit des fruits et légumes en frais, en vrac, ou des produits déjà plus élaborés, transformés, emballés, etc. Et même si je suis simplement une épicerie qui reçoit des marchandises et qui les met à la disposition du consommateur, eh bien là aussi j'ai des obligations. Et qui dit obligation dit législation qui ont été rédigées. Et c'est l'AFSCA, ce sont des législations principalement européennes. Et c'est l'AFSCA en Belgique qui est responsable de contrôler que les opérateurs de cette chaîne alimentaire mettent bien en place toutes ces législations. Alors, au-delà des législations, l'une des grandes obligations, c'est de mettre en place un système d'autocontrôle, vous direz probablement ça. C'est valable autant pour la production primaire, la culture, que pour la transformation, que pour la commercialisation. L'idée de l'autocontrôle, c'est de documenter, d'avoir réfléchi, de rassembler toutes les informations nécessaires qui permettent de garantir qu'à tout moment où on a sous notre responsabilité des denrées alimentaires, on garantit la sécurité de la denrée, sa traçabilité et d'une manière générale la qualité du produit qu'on remet sur le marché. Alors, cet autocontrôle, c'est en fait beaucoup de choses, d'accord ? Et dans ce beaucoup de choses, il y a notamment le fait d'avoir effectivement déclaré ses activités à l'AFSCA, ça je vous le disais en préambule. Et puis après, tout ce que j'ai mis avec un petit dossier comme ça sur le slide, c'est tout ce qui est documenté dans ces systèmes d'autocontrôle. On documente toutes les bonnes pratiques d'hygiène qu'on met en place, on documente une analyse des dangers. Je ne veux pas aller jusque-là aujourd'hui parce que je ne vais pas avoir le temps. On fait attention à tout ce qu'on donne comme information et notamment à l'étiquetage pour le consommateur, la traçabilité des produits et la notion de notification obligatoire, qui est quelque chose sur lequel l'AFSCA fait beaucoup attention, que tous les opérateurs soient bien au courant de ce que c'est et de ce que sont leurs responsabilités. Alors, si un jour vous vous mettez à transformer des légumes, c'est un peu ce que Sylvie me demandait, elle me disait d'essayer de vous balayer un petit peu quelles étaient les bonnes pratiques d'hygiène. Et ça fait partie d'un ensemble de mesures qu'il faut mettre en place à partir du moment où on manipule des denrées alimentaires pour garantir la sécurité de ces produits qu'on met sur le marché. Derrière bonnes pratiques d'hygiène, l'idée c'est de maîtriser les dangers qui peuvent potentiellement rendre impropres à la consommation les produits qu'on met sur le marché, voire carrément rendre malade le consommateur, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Au contraire, on veut maîtriser et éviter que ça n'arrive. Donc pour ça, on met en place des bonnes pratiques d'hygiène.
Alors, dans les dangers qui peuvent, je crois que tu peux avancer, dans les dangers qui peuvent menacer, on parle de menacer la salubrité d'une denrée alimentaire, ben, on distingue principalement des dangers physiques, des gravillons, de la limaille de fer, un bijou qui est tombé dans la soupe, caricature, mais tout ça, ce sont des dangers physiques qui peuvent causer un dommage. Hein. Il y a les dangers chimiques. Ce n'est pas votre cas puisque vous travaillez en bio, mais par exemple, résidus de pesticides, ça fait partie des dangers chimiques, mais aussi résidus de produits de nettoyage, mycotoxines, tout ça, ce sont des dangers chimiques qu'il faut pouvoir maîtriser. Et puis, la grande famille des dangers microbiologiques. Alors, les micro-organismes ne sont pas tous des dangers, puisque une grande partie, et même la plupart, sont indispensables à la transformation dans beaucoup de cas. Mais certains peuvent rendre malade le consommateur ou rendre impropre à la consommation une denrée alimentaire. Donc, il faut pouvoir maîtriser ces dangers microbiologiques. Il y a aussi les allergènes qu'il faut pouvoir maîtriser dans ces productions. Alors, maîtriser, c'est un grand mot, mais en tout cas, il faut savoir quand on a des allergènes qui potentiellement peuvent se trouver dans nos denrées alimentaires, parce que ça a une conséquence potentiellement grave sur le consommateur. Donc, il faut pouvoir informer le consommateur s'il y a présence de certains allergènes. Il y a 14 allergènes principaux qu'il faut pouvoir renseigner s'ils sont présents dans les produits finis qu'on a fabriqués. Donc, voilà. Alors, l'un des éléments importants dans les bonnes pratiques d'hygiène, c'est de travailler dans une infrastructure qui permette de mettre en place ces bonnes pratiques d'hygiène. Alors, je pense que Sylvie fera probablement un compte-rendu, c'est ça. Et vous aurez les liens vers des documents d'information qu'on a édités chez Diversifer, mais qui résument globalement toutes les exigences d'un atelier de transformation où on manipule des denrées alimentaires. Donc, vraiment, là où on fait de la transformation. Globalement, il faut retenir que l'espace, il doit être propre, dégagé, facilement lavable. Concrètement, ça veut dire que les surfaces, elles doivent être lisses, lavables, non poreuses, non toxiques, si ce sont des surfaces où on met les denrées alimentaires directement en contact avec. Concrètement, ça veut dire qu'on évite par exemple les tables en bois, parce que le bois est poreux, absorbe l'humidité, et qui dit humidité dit potentiel risque de développement de micro-organismes non désirés. Donc voilà, c'est toutes des petites choses comme ça. Une bonne aération, une bonne évacuation des eaux dans son atelier, surtout si on fait beaucoup d'opérations de nettoyage, etc. Un poste pour se laver les mains correct. Donc à partir du moment où on manipule les denrées alimentaires, il faut toujours qu'il y ait un poste lavage des mains. Alors, dans les plus petites infrastructures, et ça marche très bien, ça peut être le même poste que le seul évier qui est disponible dans la cuisine, hein, pour autant qu'on arrive à bien différencier et qu'à tout moment, on soit capable de se laver les mains quand on manipule les denrées alimentaires. Voilà, alors j'ai juste mis quelques illustrations. Par exemple, là, tout à droite, enfin gauche, c'est un poste lavage des mains. Donc, il faut pouvoir actionner le robinet sans contact direct avec la main. Nulle part dans la législation, il est écrit qu'il faut un système avec un détecteur infrarouge ou un système au genou, quoi que ce soit. C'est jamais écrit ça dans la législation. Par contre, le résultat, c'est qu'on doit ouvrir ou fermer le robinet sans contact direct. Après, tous les moyens sont bons. On peut s'imaginer des choses comme un truc qu'on actionne au coude, prendre à chaque fois un papier jetable. Enfin, bon, voilà, on peut s'imaginer un tas de choses. En tout cas, voilà, le robinet, l'eau potable, chaude et froide, ça c'est important. De quoi se sécher les mains correctement et un distributeur à savon. Voilà. Après, les surfaces, elles doivent être lisses et lavables, facilement nettoyables ou désinfectables si nécessaire. S'il y a des points chauds avec de la cuisson, là, ça devient nécessaire d'installer une hotte ou en tout cas un système d'extraction d'air parce que le résultat, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'humidité qui s'accumule dans la cuisine. Donc voilà, simplement à partir du moment où on cuisine, on sait bien qu'il faut pouvoir extraire cette humidité et cet air. Voilà. Après, on entend souvent parler, ouais, il faut que je mette en place la marche en avant, il faut que j'ai une entrée, il faut que j'ai une sortie. Oui, ça c'est super, si on a la place pour le faire, c'est génial. Le principe de la marche en avant, l'idée principale, c'est de ne pas croiser du sale avec du propre, de ne pas croiser par exemple du chaud avec du froid. Et donc oui, si on a les moyens dans son infrastructure de séparer tout ça, d'avoir des portes différentes, bon, c'est génial. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Et ce qui marche très bien, c'est de séparer dans le temps ces activités. Donc ça marche aussi de séparer dans le temps ces activités. De commencer typiquement avec des légumes, de commencer par réceptionner les caisses de légumes, de laver, de nettoyer, d'éliminer toutes les terres possibles qu'on peut trouver. Et puis seulement, après avoir tout bien cliné, recommencer ces activités en manipulant, en découpant les légumes et en continuant la suite.
Voilà. Alors, ça nécessite évidemment, quand on fait son infrastructure, quand on réfléchit à sa transformation, de bien organiser sa journée de transformation. Et je vais même plus loin, moi, avec les producteurs, je leur dis, pensez à votre semaine de transformation, voire à vos 15 jours de transformation. Quand est-ce que vous allez réceptionner? Quand est-ce que vous allez transformer? Quand est-ce que vous allez vendre, si vous vous occupez aussi de la vente? Quand est-ce que vous allez livrer, si vous vous occupez aussi des livraisons, etc. Donc, tout ça, il faut bien l'avoir réfléchi. Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, est-ce que je peux utiliser ma cuisine pour transformer? Eh bien, dans l'absolu, à l'AFSCAS, la porte est ouverte. Ce n'est pas impossible. Maintenant, il faut que la cuisine, elle puisse respecter toutes les exigences d'un atelier de transformation. Donc voilà. Ça veut dire qu'il faut avoir une cuisine super clean. Hein. Il y en a qui fonctionnent, hein, et j'ai vu des ateliers qui fonctionnaient dans les cuisines privées. Ça marche bien, par exemple, pour ceux qui font des petits fruits et qui font des confitures une dizaine de fois sur l'année. Bah oui, on ne va pas commencer à avoir une pièce complètement dédiée à ça. On a des journées dédiées à la production où on a tout rendu propre, etc. Et à ce moment-là, on peut utiliser sa cuisine, par exemple. Et alors, tout ce que je vous ai dit là pour l'atelier, bah, c'est valable pour un atelier où on va vraiment manipuler des denrées alimentaires en vue d'en faire des produits finis ou semi-finis. Mais si on a un point de vente, vous vous en rendez bien compte, les points de vente ne ressemblent pas à des salles d'hôpital. Par contre, les espaces doivent rester propres et dégagés. Ils ne doivent pas être une source de contamination, pas d'introduction de nuisibles et ce genre de choses. Les petits trucs importants, j'avais mis ça, c'est que si vous avez des vitrines avec du stock froid, parce que certains produits doivent être stockés au froid, il faut toujours que la température soit affichée pour le consommateur, donc un affichage externe de la température. Et si vous aviez un point de vente type crèmerie où vous emballez, par exemple, une denrée alimentaire devant le consommateur, il faut qu'il y ait à disposition un point d'eau pour se laver les mains, puisque vous risquez de toucher des produits transformés qui ne sont pas pré-emballés. Voilà. Alors après, dans les bonnes pratiques d'hygiène, je ne sais pas si j'ai le temps de vraiment avancer sur beaucoup d'exemples, mais par exemple, un grand classique, c'est le plan de nettoyage et de désinfection. Ça, c'est un truc à tous les coups quand on fait de la transformation, même quand on a un point de vente, c'est quelque chose qui va être demandé. Au départ, c'est un document à réaliser. Il faut avoir réfléchi à tous ces espaces, les tables, le matériel qu'on a, les sols, le mur, le plafond, la totale. Quand est-ce qu'on va les nettoyer? À quelle fréquence? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est une fois par an? Est-ce que c'est après une journée de transformation? Enfin, voilà, on réfléchit à tout ça en fonction de son activité. Il n'y a pas de règle. L'important, c'est que le résultat soit que le local reste propre. On définit ça, on définit le produit qu'on va utiliser et qu'est-ce qu'on fait comme action, par exemple, pour nettoyer les infectés. En nettoyant, on utilise toujours tout ce qu'on veut, hein, donc dégraissant, etc. Vous utilisez absolument ce que vous voulez. Par contre, à partir du moment où vous voulez utiliser un produit, vous avez besoin dans les transformations de désinfecter des surfaces, d'utiliser ce qu'on appelle un biocide. Là, les biocides doivent être autorisés pour être utilisés en agroalimentaire. Il y a une liste qui existe au SPF Santé. Un autre grand classique en transformation, et surtout à la ferme ou en maraîchage ou en céréales, enfin bref, dans un tas de secteurs, c'est la lutte contre les nuisibles. Donc, et dans la lutte contre les nuisibles, il y a deux grandes notions. Il y a les mesures préventives et il y a les mesures de lutte. Je dirais, focalisez-vous vraiment sur les mesures préventives parce que c'est le plus important. C'est éviter de les attirer, éviter qu'ils n'entrent dans les locaux de transformation. Donc, c'est avoir des espaces propres et dégagés, bien gérer ses déchets, voilà. Et puis, dans les mesures de lutte, bah, typiquement, on voit des lampes UV pour griller les insectes quand il y a vraiment des problèmes de mouches, par exemple. Les moustiquaires aux fenêtres pour éviter que les mouches ne puissent rentrer dans les locaux et des choses comme ça. Même chose, hein, ça se documente. Voilà, ça fait toujours partie du système documentaire de l'autocontrôle. Voilà. Dans les bonnes pratiques d'hygiène, dès qu'on manipule des denrées alimentaires, l'eau qu'on va utiliser, que ce soit pour nettoyer les denrées alimentaires ou pour nettoyer les surfaces avec lesquelles les denrées alimentaires seront en contact, l'eau doit être de qualité potable. Alors, je sais qu'en maraîchage, vous avez l'habitude d'utiliser très souvent de l'eau de pluie ou de l'eau de pluie pour les premiers lavages des légumes. Mais il faut savoir que dès qu'on passe à de la manipulation et à de la transformation, l'eau doit être de qualité potable. Ça veut dire de l'eau. Alors, soit vous n'avez pas accès à de l'eau de distribution, et à ce moment-là, il faut faire des analyses pour démontrer la potabilité de son puits d'eau. Et même si le voisin l'a déjà fait, malheureusement, le système est fait que chaque opérateur doit l'avoir.
Et puis sinon, le mieux, ça reste le réseau de distribution, puisque là, l'eau est considérée comme potable. Alors après, si on est dans le B2B, il y a parfois quelques analyses supplémentaires à faire, je pense, si on a un adoucisseur, par exemple, sur son réseau. Voilà. Bonne gestion des déchets. On évite absolument les grandes poubelles ouvertes qui débordent dans tous les sens. Hein. Poubelles fermées à pédale. Voilà. L'hygiène du personnel. C'est pas la peine de vous habiller en cosmonaute dès que vous allez vous mettre à transformer des légumes. Par contre, on fait attention aux bijoux, on fait attention à la propreté des mains, à sa tenue de travail et aux cheveux. Hein. Quand on a des super longs cheveux, c'est chouette, mais on les attache, c'est peut-être plus prudent. Voilà. On ne fume pas dans les locaux de production. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, en 2021, ça va, c'est assez bien acquis, mais ce n'est pas toujours le cas avant. On se lave correctement les mains, je crois que c'est la slide d'après. Après chaque opération salissante, entre guillemets. Oui, voilà, c'est un grand classique. Après, on met en place aussi dans sa journée de travail, dans sa journée de transformation, ce qu'on appelle des bonnes pratiques de fabrication, une méthode de travail adaptée. On essaye que ça ne soit pas le souk intégral dans sa cuisine quand on manipule, mais on évacue les déchets régulièrement. On ne laisse pas traîner des cartons, des sacs en papier au sol parce que ça prend l'humidité. On limite le plus possible les temps d'attente quand on est sur des denrées qui doivent rester réfrigérées. Voilà, des petits exemples. Et alors, pour tout ce qui est emballage, hein, donc une fois qu'on a transformé, que ça soit emballé même du 4e gamme, hein, des légumes découpés, ou emballé, mettre en bocal de la soupe, ou des confitures, ou des barquettes, parce qu'on a fait des petits plats préparés à base de légumes, tous les emballages qui sont en contact direct avec les denrées alimentaires doivent être certifiés aptes à entrer en contact avec les denrées alimentaires. C'est le petit logo qu'on voit toujours avec le verre et la fourchette. Mais c'est aussi consulter les fiches techniques de ces emballages. Je pense surtout quand on fait de l'emballage à chaud de denrées alimentaires qui sont après réfrigérées, on ne met pas du chaud dans n'importe quelle barquette en plastique, par exemple. Donc, il faut faire attention à ça. Ce qu'on choisit comme emballage, il faut que ça réponde à son utilisation, quoi. Voilà. Alors, un élément important dans les bonnes pratiques d'hygiène, c'est ce qu'on appelle le maintien de la chaîne du froid et ou de la chaîne du chaud. J'ai repris l'exemple de la chaîne du chaud parce que justement, avec le réseau Radis, il y a ce développement de liaison, de livraison de soupe en liaison chaude, par exemple. Ça nécessite de maîtriser la chaîne du chaud. Pourquoi ? Parce que les micro-organismes, quand ils se trouvent dans une plage de température, c'est très large, hein, mais globalement entre 10 et 65 degrés, là, c'est un peu jacuzzi pour les denrées alimentaires et ils se plaisent bien. Pour les micro-organismes, ils se plaisent bien et donc ils se multiplient. Et s'ils se multiplient, potentiellement, on a soit des pathogènes qui se multiplient et là, ça devient sérieusement dangereux pour le consommateur. Mais ce qui arrive plus fréquemment, c'est qu'on a une série de micro-organismes dits responsables d'altérations qui peuvent se multiplier. Et donc, on a finalement des denrées qui deviennent impropres à la consommation, visuellement dégradées, par exemple, ou gustativement dégradées aussi. Donc, c'est dans tout l'intérêt du producteur et de maîtriser cette chaîne du chaud du froid. Donc, si on fait des cuissons et qu'on veut faire de la liaison chaude, on fait en sorte de rester au-dessus de la limite de 65 degrés à tout moment jusqu'à la livraison au consommateur. Et si par contre on fait par exemple des soupes qu'on met en bouteille et qu'on vend réfrigérées, eh bien on fait en sorte de réduire le plus possible le temps entre la soupe chaude qui est terminée, mixée, et sa température de 10 degrés. La cible, c'est de refroidir en dessous de 10 degrés dans les 2 heures après la fin de la transformation. Ça, c'est la cible. Voilà. Et puis après, on maintient évidemment cette température inférieure normalement à 7 degrés. Ça, c'est la limite constante. Voilà. Ça nécessite d'avoir des moyens de mesure aussi, hein, d'avoir des thermomètres, de vérifier que ces thermomètres donnent toujours les bonnes températures, etc. Alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous ai mis quelques liens de ce que j'appelle des outils intéressants qui sont disponibles sur le site de l'AFSCA. Il y a notamment les fiches d'activité. Bon, j'ai oublié de changer, je vous en ai pris un qui ne vous concerne pas, mais ça reste la même chose pour toutes les fiches d'activité à l'AFSCA. Elles sont décrites avec notamment les codes qu'il faut pouvoir renseigner quand on déclare une nouvelle activité à l'AFSCA. Elles sont décrites avec est-ce que c'est un enregistrement, une autorisation ou un agrément, quel est le numéro de cette autorisation, le cas échéant.
Est-ce qu'il y a des guides d'autocontrôle, j'en arrivais, qui sont d'application dans le secteur? Et puis, tout ce qui est compris dans l'activité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et parfois aussi, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et qui nécessite d'être déclaré via une autre activité? Un autre outil, oui, voilà. Un autre outil qui est intéressant, c'est les checklists de contrôle utilisés par le contrôleur AFSCA. Donc, il faut savoir qu'à partir du moment où vous êtes connu de l'AFSCA, bah, vous êtes susceptible évidemment d'être contrôlé pour les activités pour lesquelles vous êtes connu. Et chaque activité a ces checklists de contrôle que les contrôleurs utilisent. Ces checklists de contrôle, ce sont toujours des points de législation qu'ils vérifient. Alors, c'est par exemple les locaux, de par leur conception, leur agencement, etc., permettent de mettre en place l'application des bonnes pratiques d'hygiène. Ça, c'est typiquement ce qui est écrit dans la législation. En pratico-pratique, on est bien d'accord que ça laisse beaucoup d'interprétations. Du coup, ces checklists de contrôle, elles sont disponibles avec commentaires. C'est les petits commentaires que le contrôleur, en fait, c'est comment est-ce qu'il doit interpréter le point de contrôle. Je trouve ça toujours intéressant. Et ça permet aussi aux producteurs de se rendre compte de, OK, est-ce que moi, je considère que c'est bon ou pas? Est-ce qu'un contrôleur ASCA va le considérer bon ou pas? Donc, il coche conforme, non conforme. Et puis, intéressant aussi, la colonne pondération dans cette checklist de contrôle. C'est l'importance qu'a l'élément de contrôle dans le résultat final du contrôle. Donc, ça va 1, 3 ou 10, et même 10 avec une petite étoile. Et donc, c'est du moins grave au plus grave, évidemment. On peut avoir 2, 3 non-conformités avec un 1. Par contre, dès qu'on en a une avec un 10, le résultat sera non conforme. Voilà. Dès qu'on se met à transformer, à faire des produits finis, et même quand on fait simplement de l'achat-revente de fruits et légumes, il y a la notion de traçabilité qui, du coup, entre en jeu. La traçabilité, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une trace de tout ce qu'on a en entrée. Alors, en entrée, je crois qu'après, en entrée, on garde quoi, d'où ça vient, quand est-ce que je l'ai acheté, son numéro de lot, éventuellement les durées de vie ou durée d'utilisation des produits. Et puis, lorsqu'on livre ces produits finis aux intermédiaires commerciaux, ou quand on revend peut-être encore ces légumes à des intermédiaires commerciaux, on garde une trace de tout ce qui est sorti à ces intermédiaires commerciaux, donc quoi, même information, à quoi, quand, qui, en quelle quantité. Typiquement, ces deux entrées-sorties, si vous réfléchissez un peu, c'est quoi? C'est les factures d'entrée ou les bons de réception de vos matières premières, éventuellement. Et puis en sortie, c'est la même chose. C'est soit les factures que vous émettez à vos clients commerciaux, soit les bons de livraison que vous faites au moment où vous allez livrer les marchandises à l'épicerie du coin, par exemple, ou à l'école, etc. Donc, il y a moyen de mettre ça en place assez facilement. Je sais que c'est une gymnastique et qu'il faut la trouver, mais ça se fait, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il y a déjà toutes les informations qui existent sur des choses que vous allez de toute façon devoir mettre en place. Voilà. Après, la dernière chose qui est un peu rébarbative, mais que, en tant qu'opérateur de la chaîne alimentaire, vous devez savoir, c'est que vous avez la responsabilité à chaque fois que vous avez des raisons de penser qu'une matière première ou qu'un produit fini que vous avez mis sur le marché peut présenter un danger pour le consommateur, danger quel qu'il soit, bris de verre ou micro-organismes, altérations, etc. Vous avez l'obligation en tant qu'opérateur de prévenir l'AFSCA. Donc, si c'est une denrée alimentaire que vous avez vous-même produite et que, par exemple, vous avez des retours réguliers là, dans la journée de plusieurs clients qui vous disent « Ouais, ça ne va pas, je sais pas moi, il y a des taches ou il y a des moisissures qui se développent tout de suite. » Bon, si ça arrive une fois chez un client, ouais, ok, comment est-ce qu'il a conservé son truc, voilà. Si 2 heures après, vous avez la même remarque de quelqu'un d'autre et que ça, on commence à douter un petit peu. Et donc là, puisqu'on a mis sur le marché une denrée alimentaire qui peut potentiellement présenter un danger, votre responsabilité en tant qu'opérateur, c'est de prévenir l'AFSCA et de faire cette démarche de notification obligatoire. Voilà. C'est pas pénalisant de le faire, c'est pénalisant de ne pas l'avoir fait alors qu'il aurait fallu le faire. Voilà. Après, tout ce que je vous ai raconté ici sur les bonnes pratiques d'hygiène, sur toute cette notion d'autocontrôle, eh bien, c'est explicité dans ce qu'on appelle des guides d'autocontrôle, d'accord? Donc, c'est pas... Enfin, voilà, il y a moyen de trouver de l'information. Malheureusement, dans la transformation des légumes, enfin, il existe un guide d'autocontrôle quand on fait du B2B, d'accord? C'est un guide spécifique, c'est la Fédération Belgapom qui détient ce guide, qui a édité ce guide. Ça nécessite d'être membre de Belgapom, de 1, et de 2, ça nécessite... ce sont des procédés de fabrication
de l'industrie agroalimentaire, on est bien d'accord. Donc, ce n'est pas toujours adapté quand on fait du B2B. Par contre, quand on fait du B2C, oui, voilà. Là, il existe un guide qui est gratuit, qui est disponible sur le site de l'AFSCA. Dans le secteur des fruits et légumes, il est en deux étapes. Il y a un manuel générique qui va concerner tout ce qui est commercialisation. Donc, même si on fait juste un commerce de détail, ce guide est d'application. Et puis, si on fait de la transformation ou de la préparation de fruits ou de légumes, il y a un module spécifique avec toute une série d'informations. Et ça, c'est gratuit aussi sur le site de l'AFSCA. Après, je pense que si Sylvie m'a demandé de vous parler aussi, c'est parce que nous, Diversiferm, on a une structure qui est financée par la région Wallonne pour accompagner des producteurs qui font de la commercialisation et de la transformation de denrées alimentaires. À partir du moment où c'est de la matière première agricole wallonne qui est valorisée en produits finis ou qui est commercialisée en région Wallonne, on peut accompagner les porteurs de projets sur différentes questions parce qu'on a différentes casquettes, différentes compétences. Il y a des compétences d'ordre plutôt administratif, économique, faisabilité des projets, etc. Tout ça, c'est plutôt au niveau d'accueil champêtre en Wallonie qui se charge de ces questions-là. On a la possibilité de conseiller aussi sur les aspects technologiques. Alors, il y a tout un volet sur le laitier, mais il y a aussi de plus en plus un volet sur la transformation des fruits et légumes. Et notamment, si un jour vous réfléchissez aux produits stérilisés, enfin pasteurisés ou stérilisés. Donc là, on a aussi tout un accompagnement, on a des formations sur les traitements thermiques en particulier, de transformation de légumes notamment. Et ça, c'est à Jean-Bou Agrobiotech. On a aussi, et là c'est de là où moi je viens du coup, tout ce qui est aspect sanitaire, sécurité sanitaire, réglementation, déclaration à l'AFSCA, être en ordre avec l'AFSCA. Et ça c'est Jean-Bou Agrobiotech aussi, et c'est de là que moi je viens. Et ça fait partie de mes missions d'accompagner les producteurs justement à rédiger cette documentation d'autocontrôle, à bien maîtriser les enjeux de la sécurité sanitaire à partir du moment où il y a de la transformation de denrées alimentaires. Voilà, on s'adresse à tous les secteurs, hein, pas que les légumes, hein, fruits, viande, lait, etc. Et alors, on a quelques outils sans doute qui sont intéressants. Je pense surtout à Vademecum. Il y a des fiches thématiques, en particulier une fiche sur la transformation des fruits et légumes, qui reprend un peu toutes les obligations à connaître quand on se lance dans cette activité de transformation et même de commercialisation aussi. On a aussi un guide sur l'étiquetage. Donc, à partir du moment où on fait un produit emballé, d'accord, qui est distribué, il doit comporter une étiquette. Il y a toute une législation autour de cette étiquette et des mentions obligatoires. On les a le plus possible explicitées dans cette brochure. Et voilà. Donc ça, c'est pour nous contacter. On est principalement disponible pour le moment par email parce qu'on n'est pas beaucoup au bureau. Mais enfin bon, j'espère que ça va aller un peu mieux dans les prochains mois. Et je pense que voilà.